Génération Libre, donc, qui est un think tank, voilà, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore très bien. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour suivre ce qu'on fait. On organise un petit déjeuner environ tous les 6 semaines. Voilà. Donc, prioritairement aux membres de Génération Libre et on ouvre ensuite aux autres intéressés. Voilà. Donc on est ravis d'accueillir Monsieur Artus ce matin, avec qui on a signé donc, cette note Schumpeter et les robots. Donc, juste pour vous faire la genèse, on se posait nous-mêmes la question au sein de Génération Libre de voilà, vraiment l'impact de la robotisation sur l'emploi. Voilà, on fait des débats sur peut-on croire encore la destruction créatrice ou est-ce qu'on entre dans une ère où finalement Schumpeter ne pourra plus parler de destruction créatrice. Donc on a posé la question à M. Artus, qui nous a convaincus et qui, j'espère, vous convaincra ce matin. Donc on va présenter peut-être d'abord la note pour que M. Artus présente les conclusions, les enjeux. Et ensuite, Gaspard, quand il arrivera, voilà, a quelques questions à lui poser également. Et surtout, l'objectif, c'est de vous donner la parole aussi. Donc voilà, à partir de 9h, on ouvre les questions pour avoir un échange voilà, vraiment informel. N'hésitez pas. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. C'est pas très facile de vous voir tous. Donc, voilà. Donc, je vais dire des choses qui ne sont pas dans la note pour que Gaspard ne puisse pas poser des questions. Mais non, je vais essayer de vous présenter très rapidement ce à quoi nous avons réfléchi et qui me paraît important. D'autant plus que ce sont des choses qui ne sont pas forcément décrites convenablement. Quand vous lisez des travaux sur les causes des difficultés industrielles de la France ou l'effet de la robotisation, vous lisez parfois des choses qui sont très spectaculaires, mais souvent fantaisistes. Par exemple, le fait que les robots généreraient inexorablement du chômage de masse, et donc on se dirige vers une société sans travail qui va devoir organiser très différemment. Ceci, en tout cas, ne correspond absolument pas aux travaux sérieux, basés sur les chiffres que nous avons. Donc, je vais essayer de vous résumer ce que j'ai écrit là-dedans. Et de voir un peu les questions que cela pose et peut-être les pistes de politique économique que cela pose. Donc en fait, il y a deux parties dans cette petite note. Une partie où on revient sur les causes des difficultés de l'économie française et en particulier les difficultés de l'industrie, mais sachant qu'il faut prendre ici l'industrie au un sens extrêmement large. Il ne s'agit pas de l'industrie manufacturière. Appelons industrie toute la partie de l'économie qui utilise du travail relativement sophistiqué et compliqué et qui exporte. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que l'industrie manufacturière. Et on s'aperçoit, quand on regarde cette partie de l'économie française, qu'il y a une considérable rigidité de l'offre, d'une part, c'est-à-dire que quand la demande pour ces produits industriels au sens très large augmente, l'offre ne répond pas. Et c'est un débat que nous avons aujourd'hui encore, quand on regarde les perspectives pour l'économie française. Il y a un consensus assez général pour dire aujourd'hui que si la demande augmente de 1 euro, on importe 75 centimes et on produit en France 25 centimes. Ce qui est quand même relativement déprimant. Pour dire ça de façon un peu provocante, quand on relance la demande en France, on fait fabriquer les autres pays. Ce qui est quand même pas très efficace. Et quand on creuse cette question, on s'aperçoit que cette rigidité de l'offre, c'est quand même extrêmement importante, puisque en particulier, elle devrait décourager de faire des politiques de soutien de la demande avant que ce problème d'offre n'ait été réglé, et dû très probablement, si on regarde l'ensemble des travaux disponibles, à deux mécaniques qui sont, deux facteurs qui sont complètement corrélés. Le premier, c'est des problèmes très sévères de compétences de la population active, je vais revenir une seconde. Et le second, c'est un niveau de gamme bas de l'industrie française, à nouveau prise dans ce sens large, qui est en gros tous les secteurs d'activité qui peuvent exporter, les missions larges. Alors, problème de compétences, l'OCDE, même si alors, les enquêtes de l'OCDE sont souvent critiquées par ceux qui n'aiment pas que la France soit en queue de tableau, c'est une réaction assez normale. Mais les enquêtes de l'OCDE sont quand même relativement bien faites et quand vous les regardez en détail, elles sont quand même faites avec énormément de précision. Et elles ont l'avantage d'être comparables sur un grand nombre de pays qui vont d'ailleurs bien au-delà des pays de l'OCDE. L'OCDE fait des enquêtes, il y en a plein que vous avez vues récemment, il y a des enquêtes qui sont sur le niveau des gamins en maths, en français, etc. La plus intéressante de notre point de vue, c'est l'enquête qui s'appelle PIAC, c'est une enquête sur les compétences des adultes, donc des 25-60 ans.
qui est à peu près la même structure que PISA, que vous connaissez, qui est sur les jeunes. Donc on regarde des compétences en maths, en compréhension d'un texte, en capacité à utiliser Internet, etc. Et la France, alors vous avez le tableau quelque part dans la note, si vous prenez les grands pays comparables, la France est dernière. Et il y a des années-lumière des pays qui sont mieux classés, qui sont en moyenne les pays d'Europe du Nord et les pays d'Asie. Et ceci explique, il me semble, que nous avons un paradoxe aujourd'hui. Regardez, si vous regardez ça d'un point de vue plus de court terme, il y a un taux de chômage en France métropolitaine de 9,4%. Et quand vous demandez par enquête aux entreprises françaises, classées dans l'ordre les facteurs qui nuisent et qui empêchent votre développement, elles répondent, pour 54% d'entre elles, les difficultés de recrutement, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Vous avez hier une enquête très intéressante de Pôle emploi sur cette question. Donc on a un problème considérable, il me semble, de compétences, et ceci est très important. Deuxième problème donc, qui est lié au problème de niveau de gamme. Alors nous, économistes, nous révélons le niveau de gamme par la sensibilité de la demande au prix. C'est-à-dire que plus la demande pour les produits fabriqués dans un pays est sensible au prix, plus nous en concluons que le niveau de gamme de ce pays est bas. À l'inverse, si un produit est très sophistiqué, soit il est très original, soit il est de très grande qualité, etc., soit il est très haut en gamme, pour ça très haut en gamme, en général, la demande pour ce produit dépend assez peu de son prix. Donc quand on estime par des techniques économétriques la sensibilité au prix de la demande pour les produits des différents pays, on trouve qu'il y a 3 pays qui ont une sensibilité au prix qui est anormalement élevée, qui sont la France, l'Espagne et l'Italie, et que par exemple des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, la Suède, etc., la Corée, ont des sensibilités au prix de leur demande extrêmement faibles. Ce qui révèle le niveau de gamme faible de la production exportable française. Alors évidemment, il y a un lien important, il me semble, entre les deux questions, et il y a des enquêtes qui montrent que beaucoup d'entreprises, en particulier des PME ou des ETI, renoncent à monter en gamme en raison des problèmes de recrutement de personnes suffisamment qualifiées. Donc le problème de compétence de la population active est fortement corrélé au problème de niveau de gamme. Je parlais avec 2-3 d'entre vous à l'instant du cas allemand. L'Allemagne n'est pas le meilleur élève du point de vue du niveau de gamme, contrairement à ce qu'on entend parfois. Au contraire, le niveau de gamme relatif de l'Allemagne au cours du temps se dégrade. Vous voyez que l'avantage comparatif de l'Allemagne, c'est de l'industrie tout à fait traditionnelle. Les deux industries fortes en Allemagne, c'est la chimie et l'automobile, qui n'est pas donc, complètement des industries du futur, et un niveau de qualité très grand. Et ce sont des vieilles industries. Et donc on voit au cours du temps que l'Allemagne est de plus en plus concurrencée sur ces vieilles industries, par des pays comme la Corée, par exemple, maintenant la Chine. Et donc le niveau de gamme relatif de l'Allemagne se dégrade. Par contre, vous trouvez un niveau de gamme très élevé au Royaume-Uni, parce que là, ce sont les services, c'est moins l'industrie, dans les pays d'Europe du Nord, ou la Corée, ou le Japon. Donc ça, c'est le premier parti du travail, et donc on essaie d'attirer l'attention à la fois sur ce problème de compétences, j'y reviendrai en 3 minutes en concluant, et sur ce problème de niveau de gamme. On peut pas faire, on fait souvent des comparaisons de coûts, en disant, regardez, la France a un problème de compétitivité coût, et les salaires sont trop élevés, etc. Oui, mais vous ne pouvez pas faire cela sans regarder le niveau de gamme. La France a des coûts aujourd'hui qui sont à peu près les coûts de l'Italie, ce qui évidemment... comme l'Italie a à peu près le même niveau de gamme que la France, ceci n'est pas un vrai problème, qui sont à peu près 10% plus bas que les coûts allemands. Et donc on pourrait en conclure que la France a regagné un avantage de compétitivité vis-à-vis de l'Allemagne. Mais comme le niveau de gamme de l'Allemagne est beaucoup plus élevé que celui de la France, c'est pas vrai. Et par contre, la France est maintenant 15 à 20% plus chère que l'Espagne, qui a le même niveau de gamme que la France. Donc, quand je rencontre des journalistes pour qui il faut faire simple, je m'excuse pour les journalistes qui sont ici, mais sûrement, s'il y en a, avec eux, on peut faire compliqué, mais je leur explique qu'en France, on fabrique des Renault avec les coûts salariaux de BMW. C'est une façon de simplifier, mais qui est à peu près la chose. Donc, voilà. Alors, la deuxième partie de la note, elle est plus spécifiquement sur les robots. Parce que, d'abord, il y a un débat très important, puis vous voyez le lien immédiat avec la première partie, puisqu'effectivement, la montée en gamme de l'industrie, dans les pays où l'industrie est haut en gamme, a pris la forme, une des formes essentielles de cette montée en gamme, c'est la robotisation. Appelez ça robot, intelligence artificielle, comme vous voulez. On a, ce qui est très intéressant, et ça a déclenché
énormément de travaux académiques, on a des données extrêmement précises sur les robots qui viennent d'une association qui s'appelle International Federation of Robotics, qui recense tous les robots produits ou vendus dans le monde. Donc on l'a même en données d'entreprise. Donc les travaux que je vais évoquer sont souvent des travaux qui sont faits sur données d'entreprise, puisqu'on sait combien de robots chaque entreprise achète, etc., et à qui elle les a achetés. Quand on regarde la robotisation, vous avez le tableau dans la note aussi, la France est aussi dernière sur le nombre de robots par salarié des pays de l'OCDE. Alors la France est toujours en avance sur la Chine. Pour faire simple, il y a 2 fois moins de robots par salarié en Chine qu'en France. Et comme la Chine achète un tiers des robots du monde, le taux de robotisation augmente à petite allure, la France a à peu près 2 fois moins de robots par salarié que l'Allemagne, et l'Allemagne a 2 fois moins de robots par salarié que la Corée. Et donc on a des écarts considérables. Et alors vous savez que l'intelligence artificielle a déclenché un débat absolument terrible chez les penseurs, les économistes, les philosophes, etc. Donc je racontais tout à l'heure à quelques d'entre vous, je me suis trouvé dans une soirée du crédit coopératif. Alors, le crédit coopératif, c'est à peu près complètement l'inverse d'ici. Normalement, c'est des gauchistes babacool sympas, mais ça vous êtes sympa aussi, vous n'êtes pas gauchiste babacool normalement. Et alors, je me suis trouvé avec un philosophe qui avait tous les poncifs sur la robotisation, expliquant que les robots allaient remplacer les hommes dans toutes les fonctions, que le taux de chômage allait être de 100%, et que ceci ouvrait évidemment la voie à la révolution prolétarienne. Et donc, nous avons sur les robots donc ce débat. Il y a le bouquin de Rifkin que vous connaissez, qui explique que le robot va créer une société de loisirs, puisqu'il remplacera l'homme dans énormément de tâches. Heureusement, nous avons aussi des travaux académiques extrêmement intéressants qui sont faits en Europe et aux États-Unis surtout, et aussi un peu en Corée, qui partent souvent de ces données de l'IFR, qui permettent à nouveau de faire des travaux extrêmement détaillés. Il y a un travail allemand et un travail américain en particulier. Le travail américain, c'est SMOGLU, qui est au MIT, et un travail allemand, qui est par des gens de Berlin, qui utilisent des données vraiment très précises, entreprise par entreprise, et qui regardent toutes les étapes de l'effet de la robotisation. Qu'est-ce que ça fait localement là où on met le robot? Qu'est-ce que ça fait dans le bassin d'emploi autour? Qu'est-ce que ça fait dans l'industrie du robot et dans les industries adjacentes? Et j'ai mis quelques études que j'ai faites moi-même dans la petite note, là, mais qui sont plus au niveau macro, mais qui donnent exactement la même conclusion que les études sur données d'entreprise, qui est assez intéressant. La robotisation est associée à une baisse du taux de chômage. Pas du tout une hausse du taux de chômage, et de façon extrêmement significative. La raison est qu'il faut prendre en compte les effets induits. Quand vous installez un robot, localement, on détruit des emplois, ce que montrent toutes les études. On met le robot et donc on augmente la productivité du travail. Donc à l'endroit où on met le robot, on détruit de l'emploi. Mais l'entreprise qui installe le robot devient plus efficace. Donc, 1, elle gagne des parts de marché, et 2, elle distribue davantage de revenus. Et 3, donc comme elle distribue davantage de revenus, ça va créer des emplois ailleurs. Comme elle gagne des parts de marché, parfois même, au bout d'un temps, l'emploi de l'entreprise dépasse celui qu'elle avait avant la robotisation par effet de part de marché. Et puis troisièmement, il y a plein d'emplois dans les secteurs connexes, dans la logistique, dans la fabrication, l'entretien des robots, etc., dans le transport. Et donc, toutes les études, y compris donc, ce que j'ai fait moi sur données macro, en regardant, en fait c'est un panel de pays de l'OCDE, on peut regarder une trentaine de pays de l'OCDE, conduisent à la même conclusion. La robotisation fait baisser le taux de chômage, fait monter le taux d'emploi, mais est associée à une augmentation, une amélioration de la compétitivité, à une amélioration du commerce extérieur, à une croissance plus rapide des exportations, donc tout ça est sympa, est positif, à une augmentation plus rapide de la productivité de l'industrie, ce qui est le minimum qu'on puisse exiger, mais elle est associée à un fort changement de la structure des emplois. Donc c'est le point où on retrouve Schumpeter. La robotisation contribue à la fameuse mécanique que vous connaissez de bipolarisation, qui est que dans tous les pays de l'OCDE et même dans les grands pays émergents, on voit que les emplois intermédiaires répétitifs sont détruits et que les emplois qui se créent sont des emplois non répétitifs et que les emplois non répétitifs
sont aux deux extrêmes de l'échelle des emplois. Donc c'est d'une part des emplois extrêmement sophistiqués, c'est des emplois créatifs, quoi, donc des gens bien éduqués, bien payés, etc. Et puis sur des emplois en bas de l'échelle des revenus et de la sophistication, puisque les emplois de service à la personne, par exemple, sont des emplois structurellement non répétitifs. Je ne confie pas mes vieux parents à un robot, quoi. Je préfère que ce soit un humain qui s'occupe de mes vieux parents. Et si le serveur de restaurant est un robot, je change de restaurant pour faire ça. Vous savez que les 4 secteurs qui créent, les seuls 4 secteurs qui créent des emplois en France en ce moment sont, dans l'ordre d'importance des emplois créés, les agents de sécurité, le transport, c'est-à-dire Uber, la logistique, c'est-à-dire Amazon, et les garçons de bistrot et de restaurant. Et ces emplois-là sont non répétitifs. Il y a un chauffeur taxi, enfin, vous avez les déboires de la voiture comment est-ce qu'on dit, autonome, font que voilà, ces emplois nécessitent de l'autonomie et de la réactivité. Donc ce qui est détruit, ce sont les emplois intermédiaires, donc c'est les emplois d'ouvriers d'usine, de comptables, de guichetiers dans les banques, etc., qui sont, eux, détruits par la robotisation. Malheureusement, ça pousse le marché du travail aux deux extrêmes. Alors, ceci pose un problème, évidemment, social, politique, qui est que mécaniquement, vous augmentez les inégalités de revenus, puisque vous créez des emplois soit très bien payés, soit mal payés. Et deuxièmement, ça crée ce dont on parlait en introduction, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler l'anti-schumpeterien, c'est-à-dire que quand vous regardez les niveaux de productivité par branche, les emplois détruits ont des niveaux de productivité du travail plus élevés que les emplois créés. Pour faire simple, si je prends l'exemple américain qui était bien commenté, on détruit des emplois chez General Motors et on crée des emplois chez Starbucks Coffee. Le net des emplois est positif, donc on arrive à des taux de chômage très bas. Les emplois créés ont une productivité, alors vous avez le graphique, je crois, pour la France ou pour l'Europe, je ne le rappelle plus, qui est 30 à 40% plus basse que celle des emplois détruits, ce qui est juste l'inverse du schumpeterien. Normalement, vous attendez de la croissance, le grand déversement d'Alfred Sauvy, vous attendez de la croissance, qu'elle détruise des emplois et qu'elle remplace ces emplois par des emplois plus sophistiqués, de niveau de gamme plus élevé, de niveau de productivité plus élevé, et donc de salaire plus élevé. C'est ça qui fait de la croissance. Donc on est aujourd'hui dans une dynamique anti-schumpeterienne. Alors un mot, avant de conclure sur la politique économique, ici j'ai évoqué l'aspect interbranche, c'est-à-dire que les branches qui détruisent des emplois sont des branches plus productives que les branches qui créent des emplois. Il y a aussi un effet très intéressant qui est intra-branche, et on commence à avoir des travaux. Dans le cas français, c'est un travail qui a été fait par Gilbert Sec, que vous pouvez trouver sur tapant 7 sur Internet, qui est extrêmement intéressant, qui regarde en intra-branche ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, enfin les nouvelles technologies, Internet, tout ce que vous voulez. Ça crée exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre d'entreprises dont l'efficacité s'améliore dans chaque branche grâce aux nouvelles technologies. Et pour la très grande majorité des entreprises, au contraire, il y a un recul. Elles descendent par rapport aux entreprises les plus efficaces. Et en moyenne, ceci détruit la productivité. Donc en fait, les nouvelles technologies auraient un effet négatif sur la productivité, pas uniquement en transférant des emplois vers des branches peu productives, mais aussi dans chaque branche, en créant un grand nombre de perdants dans les entreprises. Alors après, il y a des questions d'interprétation sur pourquoi ça fait ça. Il y a deux pistes qui sont ouvertes et qui sont peut-être vraies toutes les deux. La première, c'est la fameuse piste du winner takes all. C'est qu'on est dans un monde de rendement croissant, ce qui veut dire que le premier qui adopte une nouvelle technologie dans une branche, il prend le marché. Et donc les autres vont mal, quoi. Et la deuxième piste, qui est celle que défend Seth, et moi je pense qu'elle est vraie aussi, c'est de dire que dans un monde de taux d'intérêt extrêmement bas, les mauvais ne meurent pas. En gros, que les politiques monétaires empêchent le schumpeterien en maintenant artificiellement en vie des entreprises grâce au taux d'intérêt très bas. Et que, assez curieusement, on aurait donc des effets positifs sur la productivité des nouvelles technologies que quand les taux d'intérêt remonteraient. C'est une thèse que j'aime beaucoup, surtout en venant d'un type qui est payé, qui travaille à la Banque de France. Donc alors, conclusion de tout ça, si vous regardez le cas français, donc on a un énorme problème qui est sans doute un problème joint, compétence de la population active plus niveau de gamme, et c'est un problème probablement extrêmement lié. Deuxièmement, internationalement, parce que les études sur les robots sont faites dans plein de pays et donnent toujours le même résultat, c'est complètement faux de dire que les robots détruisent de l'emploi.
les robots créent de l'efficacité économique, créent de la croissance, hein, ils montent en gamme les économies, mais ils contribuent à la bipolarisation, hein, c'est-à-dire au transfert des emplois aux deux extrêmes de l'échelle des revenus et de la productivité, ce qui évidemment pose plein de problèmes. Et troisièmement, on n'est sans doute que dans une phase transitoire, hein, et sans doute, dans le futur, on aura comme un peu de schumpeterien qui se produira, pas interbranche, parce que là, le mouvement vers les services peu sophistiqués, il a l'air comme très solide, et à l'intérieur des branches, on peut espérer on voit bien qu'il y a des gagnants, hein, donc il y a des entreprises dont la fidélité s'améliore, elles vont sans doute finir par manger les autres, et donc on finira sans doute, dans chaque branche, par avoir un mouvement vers le haut en termes d'efficacité. Qu'est-ce qu'on fait en termes de politique économique? Tout ce que je vais dire est une banalité totale, et puis c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais ça vient assez naturellement de ce qui précède. Il y a un énorme chantier qui est le chantier éducation-formation. C'est pas normal que la France soit dernière dans l'enquête PIAC, et puis regardez les deux enquêtes sur les gamins, en CM1, sur les lettres et sur les maths, enfin, je veux dire, on est derrière le Sri Lanka surtout, c'est quand même un truc qui est assez effrayant. Donc il y a évidemment deux chantiers à prendre. Le chantier formation, j'ai l'impression que le gouvernement le prend en ce moment de façon très sérieuse, en particulier le transfert de l'apprentissage aux branches professionnelles, qui ne va pas se faire dans la douceur complète probablement, mais avec une décision qui est sans doute extrêmement positive. Dossier éducation, la réforme du primaire, hein, qui est en train de se mettre en place, et la réforme du lycée qui va venir l'année prochaine me semble aussi aller dans la bonne direction. Hein. Il faut arrêter cette situation où 20% des gamins sortent du système éducatif avant le bac et sans aucune qualification. J'ai l'impression qu'on prend quand même la bonne direction. Simplement, ça aura des effets sur les compétences de la population active dans 15 ans. Quoi. Donc, c'est pas bon. Deuxième sujet, pourquoi est-ce que les entreprises françaises ne se robotisent pas? Alors, je pense qu'il y a, quand vous le faites en termes statistiques, évidemment, vous trouvez qu'il y a une corrélation absolument parfaite, quand vous comparez les pays de l'OCDE, entre le niveau de compétence de la population active et le niveau de robotisation. Donc il y a une piste simple, consiste à dire les entreprises ne robotisent pas parce qu'elles ne trouveraient pas les salariés qui pourraient se servir des robots. Bon, c'est vrai statistiquement, hein, c'est pas forcément causalité, ne veut pas dire réalité du lien, quoi. En fait, il y a une vraie corrélation. C'est sans doute partiellement vrai, comme avec ma casquette de banquier, je rencontre énormément d'entreprises de toute taille qui me disent ça, hein, me disent je renonce à acheter des équipements les plus compliqués parce que je ne trouverai pas dans mon personnel les gens capables de s'en servir, et ce qui est un peu choquant comme discours parce qu'ils pourraient décider de les former, hein, donc on a même aussi un dossier qui est le dossier de la formation dans les entreprises. Voilà, donc ça, première piste. Je pense aussi qu'il y a un problème de conservatisme extrêmement grand du patronat français. J'étais assez surpris, je vais voir demain comment ça marche, j'ai une discussion avec Nicolas Dufour, vous savez, qui est le patron de la BPI, qui me dit les patrons de PME et d'ETI sont complètement nuls, donc nous avons décidé de les remettre à l'école. Et donc la BPI organise des sessions de formation pour patrons d'ETI, et qui marche extrêmement bien. Hein. Il y a des milliers de patrons de PME et d'ETI et apparemment avec de très bons résultats. On les aide à faire des programmations à moyen terme de leur entreprise, à réfléchir à leur marché, à leur débouché, à l'export. Enfin, donc je pense qu'il y a un problème culturel aussi dans le milieu entrepreneurial en France, que les gens sont trop conservateurs et donc n'ont pas osé sauter le pas des technologies nouvelles. Il y a probablement un effet des règles du marché du travail. J'ai rencontré des grandes entreprises où on m'explique que certes, les concurrents utilisent des imprimantes 3D pour faire cette pièce, et l'entreprise utilise toujours des tourneurs et des fraiseurs, et qu'on passera aux imprimantes 3D quand le fraiseur aura pris sa retraite. Hein, donc il y a sans doute un effet de règle du marché du travail qui décale, qui retarde le processus de modernisation. Voilà. Est-ce qu'on peut aussi... voilà. Alors moi j'avais plaidé, je ne sais pas ce que vous en pensez, j'avais plaidé pour la création d'un crédit d'impôt robot. En disant, après tout, on a le crédit d'impôt recherche, on va dire, bon, l'État s'en mêle, etc. Bon, mais si il y a une véritable externalité. Crédit d'impôt recherche, les travaux aujourd'hui disent que 1 euro de crédit d'impôt recherche localise 1 euro de recherche en France. Alors les chagrins disent que c'est pas beaucoup,
ça veut quand même dire qu'un tiers, que si on supprimait le crédit d'impôt recherche, on perdrait un tiers de la recherche en France. Hein, donc c'est quand même pas complètement à négliger comme argument. Et il me semble que sur les robots, il y a une véritable externalité aussi, hein, parce que les robots permettraient de monter en gamme l'industrie, de gagner des parts de marché, etc. Et donc on pourrait imaginer un crédit d'impôt robot qui réduirait le coût de la robotisation pour les entreprises. On a essayé ça hein, sous la présidence Sarkozy, mais de façon extrêmement transitoire. Il y avait des aides à la robotisation, mais c'était quelque chose qui était un peu ponctuel. Il faudrait le faire de façon très durable, comme on l'a fait pour le CIR. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres idées? Peut-être pas arrêter là, parce que Gaspard a sûrement plein d'idées. Mais le message général, c'est on a un énorme problème en France de niveau de gamme et de réactivité de l'offre. Et deux, il faut des robots. Hein, parce que les robots sont la façon de remonter en gamme l'industrie, au sens large, de gagner des parts de marché. Mais il faut assumer, en tout cas il faut essayer de traiter les effets sur la structure de l'emploi que la robotisation va déclencher de façon assez inexorable. Merci beaucoup Patrick. Encore pardon pour mon retard dû à un organisme encore humain, trop humain. J'ai deux questions pour lancer la discussion avec la salle. D'abord, qu'est-ce qui vous avez allusion aux vieux parents et aux voitures autonomes. J'ai lu justement récemment qu'il y avait de plus en plus de robots dans les maisons de retraite. Alors, je ne sais plus si c'était en France ou au Japon, au Japon. Donc on peut imaginer qu'un jour finalement on soit plus en confiance de laisser nos vieux parents dans une maison de retraite avec des robots parce qu'il y aura moins d'erreurs humaines, etc. Et que sur les voitures autonomes, quand même, les camions Tesla semblent quand même assez au point, au moins pour le transport routier. Donc ma question c'est, au-delà des aléas techniques, des retards de certains produits, qu'est-ce qui fondamentalement, structurellement, définirait le travail qui, avec beaucoup de guillemets, reste aux humains? On parlait des tâches non répétitives, mais est-ce que c'est la bonne définition? Et deuxièmement, comme tu parlais d'éducation et de l'apprentissage, et des humanités d'ailleurs, que faut-il apprendre? Parce que est-ce qu'il faut apprendre justement, est-ce qu'il faut apprendre à coder, ou est-ce que tout à l'inverse, il faut apprendre le latin et la philosophie pour former les jeunes esprits au monde qui arrive? Tu veux changer? Non, évidemment, tu poses des questions difficiles. Donc, quand on parle, vous savez qu'on a en France les meilleurs spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle. Ils sont des gens qui sont très prudents, puisqu'ils disent tous que l'intelligence artificielle marche extraordinairement bien quand elle peut apprendre une situation qui se répète à l'identique. Donc le jeu d'échecs, le Go, etc., c'est les règles des échecs ou les règles du Go, c'est toujours les mêmes. Et donc, par contre, si on change les règles en continu, là, l'intelligence artificielle ne marche plus, quoi. Si on change les règles des échecs au cours de route de la partie, l'humain marchera beaucoup mieux que l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, il me semble que même les gens les plus pointus dans l'intelligence artificielle ne défendent pas la thèse que l'intelligence artificielle sera capable de réagir à une situation imprévue, elle est capable d'apprendre une situation répétitive. Donc voilà, et donc on pense. Alors après, évidemment, il y a les penseurs qui expliquent que de toute façon, il suffit de copier le cerveau humain. Quand on copiera le cerveau humain, ça fonctionnera comme le cerveau humain. Alors aujourd'hui, ce qu'on sait faire en intelligence artificielle, c'est accélérer le temps d'apprentissage de situations répétitives. Et ça, l'intelligence artificielle le fait extrêmement bien. Hein, mais donc ça veut dire que, à nouveau, je pense que, enfin, il faudra très longtemps probablement, mais à nouveau, je ne suis pas moi-même mathématicien de l'intelligence artificielle, mais quand on parle aux mathématiciens de l'intelligence artificielle, ils expliquent qu'ils pensent qu'il faudra extrêmement longtemps, en tout cas, pour être capable d'appliquer l'intelligence artificielle à des situations où il y a des aléas exogènes qui arrivent. Est-ce qu'à l'inverse, on ne peut pas imaginer que parfois, ce serait une question tellement de demande d'emploi, mais d'offre d'emploi, dans la mesure où l'humain va préférer faire par lui-même ce qu'un robot pourrait faire. Et je suis très étonné, par exemple, de la grande popularité du fait main. En fait, quelque chose de fait main, c'est toujours quelque chose qui est moins bien fait que par un robot, qui est plus imparfait. Et pourtant, les gens achètent du fait main, ils sont capables de dépenser plus d'argent pour acheter du fait main. Est-ce que c'est pas une... Ouais, je sais pas, enfin, le vrai fait main, il est improvisé. Oui. Voilà, improvisé une porcelainerie,
les gens qui peignent sur la porcelaine, ils inventent le motif. C'est-à-dire, donc, je sais pas, enfin, moi je suis relativement optimiste là, mais à nouveau je parle hein, aux matheux, et les matheux, me semble-t-il, disent que on est bien dans cette segmentation répétitive, non répétitive. Quoi, je veux dire, et donc j'espère que toi au moins ne seront pas robotisés. Ensuite, que faut-il... Oui, alors là j'aurais dû en parler. Ça c'est une question épouvantable, parce que que faut-il faire dans le système éducatif? Aujourd'hui, les emplois qui se créent sont des emplois, à nouveau, dans des services domestiques relativement peu sophistiqués. Alors, ça a évidemment un avantage à court terme très important, qui est que ça remet à l'emploi des personnes qui étaient peu employables avant. En gros, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un développement des services qui a transformé des personnes peu employables en personnes employables. Par exemple, le chauffeur Uber, assez souvent. Et donc, ça a cette vertu de faire baisser le taux de chômage, particulièrement pour les peu qualifiés. L'ennui, c'est que dans le même temps, dans tous les pays de l'OCDE, on pousse les jeunes à faire des études longues. Dans un pays comme la France, hein, aujourd'hui encore, la durée moyenne des études augmente d'à peu près 1 mois et demi par an, hein, tous les ans. Hein, et donc les jeunes aujourd'hui finissent leurs études en moyenne à 22 ans. Et dans 10 ans, si on continue comme ça sera 23 ans et demi. Enfin, hein, et donc on pousse les jeunes à faire des études longues. Évidemment, c'est assez pertinent dans la mesure où le taux de chômage du tiers de la population avec le niveau d'études le plus avancé est de 4,9% tout le temps, que ça aille bien ou que ça aille mal. Donc les études longues, c'est évidemment une assurance contre le chômage extrêmement efficace. Le problème, c'est qu'ensuite, avec des diplômes correspondant aux études longues, les jeunes auront de plus en plus des emplois qui sont les emplois qui se créent, c'est-à-dire des emplois peu sophistiqués, à productivité et revenus faibles. Donc j'aurais dû le dire avant, moi je pense qu'il y a un énorme problème. Alors il y a des gens assez crus là-dessus qui s'expriment en disant qu'il faut arrêter de conseiller aux jeunes de faire des études longues, il faut leur conseiller de faire des études intermédiaires, techniques, dans les domaines justement non robotisables. Arrêter de dire à tous les jeunes de faire des thèses. Voilà, je ne sais pas ce qu'il faut répondre, mais c'est absolument clair que la thèse, c'est la meilleure assurance contre le chômage. Dans tous les pays, hein. Mais c'est assez clair aussi qu'on va créer une frustration considérable parce que les emplois qui se créent ne nécessitent pas d'avoir une thèse. Alors il y a un sujet sur lequel tu as peut-être des idées qui est est-ce qu'on peut espérer que ces services domestiques qui sont aujourd'hui peu sophistiqués vont monter en gamme? Parce que dans 10 ans, on verra que finalement les services à la personne deviennent beaucoup plus compliqués. Alors, dans certains segments, oui, on dit tout ce qui va être médicalisé, mais c'est un peu décevant. Alors, je vais raconter une histoire personnelle qui est le nettoyage de mon bureau le soir dans la banque. Et donc, quand on est arrivé dans cet immeuble, on avait des dames qui passaient le soir à 18h30 avec des aspirateurs pour nettoyer des bureaux. Et puis tout d'un coup, les dames ont disparu et il y a une dame toute seule avec un iPad qui pilote des robots aspirateurs dans tout l'immeuble. Je me suis dit, voilà l'exemple formidable de la montée en gamme du service bas de gamme. Donc je suis allé demander à la dame qui pilote, effectivement, elle a un iPad et elle contrôle 30 ou 40 aspirateurs qui sont dans l'immeuble. Et puis, je vais mettre un truc dans mon bureau, elle, puis il va à côté. Et je lui dis combien elle gagne, elle est au SMIC. Hein. Et donc, même la montée en compétence des travaux de services domestiques n'a pas l'air d'être associée à une montée du niveau de revenu. Donc moi j'ai très peur que, on peut toujours prodiguer de bonnes paroles en disant mais si bien sûr vous allez voir, tous ces emplois de services vont devenir plus compliqués parce qu'il y aura plein de personnes âgées, donc il faudra médicaliser les services à la personne, et puis nanana, que dans la réalité, on ait une capacité colossale à créer des masses d'emplois au SMIC. C'est ça la réalité. Ce qui, évidemment, confronté à l'allongement perpétuel de la durée des études, finira par être très explosif comme situation. Alors, je suis content de vous passer ce message d'espoir, hein, mais... Peut-être que vos invités veulent réagir, poser des questions, faire des commentaires. Moi, je me trouve pas très schumpeterien. Là, je suis anti. Oui, allez-y. Oui, je me trouve pas très schumpeterien. J'ai l'impression qu'on est encore à l'époque des canuts et avec tous ces gens qui n'ont pas trouvé d'emploi. Que les emplois, on les voit pas maintenant, c'est certain.
que notamment ce soit bloqué par le fait qu'il n'y ait pas une formation qui soit à la hauteur, c'est certain, et que là-dedans il y ait toute une partie de la formation qui a été mise sous monopole d'État, ça peut expliquer une grande partie. Mais les emplois de demain, évidemment qu'on ne les connaît pas maintenant. Ça, c'est rien de nouveau. Rien de nouveau, si on pouvait savoir 10 ans avant ce qui va se passer, ce serait vachement sympa. Enfin, plutôt vachement chiant, mais bon. Je suis entièrement d'accord avec votre point. Je crois que j'étais beaucoup plus prudent que ça. J'ai dit que nous étions dans une phase totalement transitoire, où aujourd'hui, les nouvelles technologies avaient fabriqué énormément de perdants dans les entreprises, et que le maintien en vie sous perfusion de ces perdants était une des causes de l'absence de processus schumpeterien. Je répète, je pense qu'à l'intérieur de chaque branche, on va finir par avoir un processus schumpeterien, qui posera d'autres problèmes, parce que si on est dans un monde de rendement croissant, ce processus schumpeterien va être associé à l'apparition de positions de monopole branche par branche, puisque the winner takes all. Et donc vous aurez une entreprise très performante dans chaque branche qui mangera les autres. Donc vous aurez bien un processus schumpeterien, mais vous aurez un problème de concurrence. Mais honnêtement, je pense que c'est une réflexion qu'il faut avoir et que ça a l'air de se passer comme ça. Mais pour l'instant, ce processus n'a pas vraiment commencé. Parce qu'évidemment, les sociétés réprouvent la disparition des mauvaises entreprises, on essaie de les maintenir en vie, parce qu'à nouveau, les taux d'intérêt à zéro jouent un rôle massif, effectivement. Regardez qu'en France, la totalité, on dit, regardez, les marges bénéficiaires des entreprises sont remontées à un niveau normal depuis 10 ans. La totalité de la remontée des marges bénéficiaires des entreprises françaises est due à la baisse des intérêts qu'elles payent sur leurs dettes. Si on avait des taux d'intérêt normaux, il n'y aurait aucune amélioration de la profitabilité des entreprises françaises. Donc ça prouve que les taux d'intérêt jouent vraiment un rôle très important. Mon point consistait simplement à dire, quand vous regardez les révolutions industrielles du passé, vous dites les canuts, oui, mais les travaux sur les canuts et les autres révolutions industrielles montrent que instantanément, très rapidement en tout cas, les nouveaux emplois ont été plus productifs que les vieux emplois. Quand vous supprimez les communs en Angleterre, les paysans qui étaient artisans, ouvriers le soir dans leur ferme sont obligés d'aller en usine, puisqu'ils ne peuvent plus mettre leurs bêtes pour des espaces communs, donc ils ne peuvent plus vivre comme paysans, ils deviennent ouvriers d'usine. Alors, les conditions d'ouvriers d'usine en Angleterre en 1830 ne sont pas exceptionnellement bonnes, mais toutes les études qu'on a sont qu'il y a une amélioration considérable du niveau de productivité de l'industrie, qui est lié au fait qu'on a fait des usines, qui est une organisation du travail beaucoup plus efficace que la dispersion des individus. Et donc, les canuts, les métiers automatisés, jacquard, etc., ont amené une augmentation considérable de la productivité. Donc, si vous voulez, mon questionnement, mais je ne prétends pas du tout de savoir ce qui se passera dans 20 ans, mais mon questionnement est de dire, nous avons l'impression qu'aujourd'hui, pour la première fois, on a une révolution industrielle, et on peut en discuter de savoir si c'est une révolution industrielle, je dirais une anecdote après, une révolution industrielle qui semble créer des emplois en moyenne de niveau de productivité plus faible que les emplois qu'elle détruit. C'était ça mon point. Qu'est-ce que vous faites des gens qui travaillent depuis chez eux, qui donc du coup ont gagné une productivité énorme parce oui, que, mais à nouveau, c'est un vrai invisible. Non, mais alors après, je pense à nouveau qu'il y a plein de choses. Je vais voir, si je prends ma casquette de banquier, qu'est-ce qui se passe dans les banques? Dans les banques, on a tous créé des banques digitales. Mais on a encore tous des banques normales. Donc aujourd'hui, on a une baisse considérable de l'efficacité de la banque. Et on a les mêmes clients. On ne fabrique pas le client d'une banque qui ne sort pas de nulle part. Donc on a les mêmes clients, simplement on fait fonctionner deux réseaux bancaires en parallèle. Et quand vous parlez à des entreprises de tous les secteurs, ils vous racontent à peu près aussi cette histoire-là. C'est que pour l'instant, j'étais l'autre jour dans un cercle d'entreprises des clients de la banque, c'est intéressant, on leur disait, mais digital chez vous c'est quoi? On a dit, ça c'est pas compliqué, c'est des montagnes d'investissement pour installer le digital, des montagnes d'embauche pour le faire fonctionner avec la sécurité, la compliance, etc. Les mêmes clients, parce que tout le monde l'a fait, étaient pris plus bas, parce que comme c'est digital, ça doit être moins cher. Donc on a en gros beaucoup dépensé d'argent et on vend des produits moins chers aux mêmes clients. Donc, conclusion, c'est une catastrophe totale. Donc évidemment, on est dans le transitoire. Et dans les banques, dans 10 ans, il n'y aura plus d'agence. Il n'y aura plus que de la banque digitale, et donc là, l'efficacité. Donc je suis d'accord avec vous. On a un effet de transition, on est qu'au début de cette transition. Regardez le moteur explosion,
ça crée des gains de productivité à partir de 1950. Hein, c'est 60 ans après l'invention, quoi. Donc, et voilà. Alors, deux notes de bas de page. Une note de bas de page. Quand on débat avec les historiens des technologies, ils ont aussi d'assez grandes réservations sur le fait de dire que ce que nous avons là est une révolution industrielle. Parce qu'une révolution industrielle, c'est une technologie de rupture. Et on a évidemment une technologie de rupture, mais qui se diffuse très largement, mais qui crée un très grand nombre d'emplois associés à cette nouvelle technologie. Or là, c'est pas vrai. Ce qui ne marche pas par rapport à la définition traditionnelle, c'est que tout ce qui est digital ne crée pas d'emploi. Quand vous regardez l'ensemble des emplois... C'est un peu en Inde, hein. Ouais, mais enfin, même en Inde, quand vous prenez l'ensemble des emplois dans tous les pays qui sont dans les nouvelles technologies au sens très large, hein, c'est pas seulement le digital. On est dans une fourchette pays par pays qui est de 3 à 3,5% des emplois et c'est plutôt en train de diminuer. Donc en fait, on a toutes les caractéristiques d'une révolution industrielle, sauf, et par rapport à la machine à vapeur ou à la voiture ou au moteur électrique, sauf qu'on ne voit pas basculer dans la fabrication de ce nouveau bien une masse considérable de gens. Et c'est bien le problème profond. C'est que quand les autres révolutions industrielles ont nécessité énormément d'emplois pour fabriquer les biens correspondants. Cette révolution-là, elle nécessite très très peu de gens. Je crois que c'est ça le problème profond. Et donc, c'est pas une source massive de création d'emplois plus sophistiquée que l'emploi moyen, quoi, ce qui a l'air d'être la différence. Alors, juste, oui, je finis ma panel. J'étais dans il y avait une conférence très sympa. Je vous incite d'ailleurs à y aller aux Journées de l'Histoire à Blois, au mois d'octobre, qui est un endroit formidable. Donc, si vous avez des loisirs, allez passer 3 jours à Blois. Et après ça, 15 jours après, faites des journées d'économie à Lyon, donc vous pouvez vous promener, c'est sympathique. Et on était dans un débat à Blois sur les révolutions industrielles avec le pape des révolutions industrielles, qui est un prof à l'université de Genève. Et donc la question c'est, est-ce que vous considérez qu'Internet c'est la 3e révolution industrielle? Et il a répondu, pour ça il aurait fallu qu'il y en ait eu déjà 2 autres. Donc, vous voyez, donc le débat peut être compliqué, mais voilà. Donc je crois profondément vous touchez le point profond, c'est que aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le digital crée beaucoup d'emplois dans la production du bien digital, quoi. Que ça se produit avec très très peu de gens. Et donc du coup, les emplois, ils ne se font pas dans l'endroit où la productivité devient très élevée, quoi. Ce qui a l'air d'être la grosse différence entre le digital et les révolutions d'avant. Mais à nouveau, vous avez raison, peut-être que dans 20 ans, on dirait que tout ça c'est des bêtises et que 40% de la population, mais c'est pas quoi. Aux États-Unis, le nombre d'emplois dans les nouvelles technologies diminue, diminue, il n'augmente pas. C'est un truc assez... Monsieur. Il y a une question par ici, ouais. Vous pouvez faire plus loin, vous dites que les chauffeurs ne sont pas employables autre que le système du beurre. Non, j'aimerais que vous explicitez justement vos critères d'employabilité pour ces jeunes justement qui... Quels sont vos critères d'employabilité? Non, les critères d'employabilité, si vous voulez, c'est le taux de chômage. Dans la réflexion sur le chômage, il faut avoir à l'esprit les chiffres. Si vous, pour des fins de comparaison internationale, si vous prenez la technologie de l'OCDE, vous coupez en 3 la population active. Donc le tiers avec le niveau de l'OCDE. Ne serait pas employable. Oui, non, mais je prends donc je regarde les chiffres. Donc le tiers de la population que l'OCDE appelle éducation primaire. Donc en gros, c'est des gens qui n'ont pas le bac, quoi, je veux dire, et qui n'ont pas de diplômant, même avant bac, à un taux de chômage qui est en moyenne extrêmement élevé. En ce moment en France, il est presque 18%, les chiffres c'est 17,9%, et 2, extrêmement cyclique en plus. C'est-à-dire que c'est sur eux que pèse l'ajustement du marché du travail quand ça va mal. Et donc il y a quand même un lien absolument direct entre le taux de chômage et alors on a des données plus précises, on a aussi les matrices de transition vers l'emploi, c'est-à-dire quelle est, pour un chômeur de cette catégorie, quelle est la probabilité qu'il trouve un emploi l'année prochaine? Elle est extraordinairement faible aussi. Donc on a des situations où le tiers le moins diplômé de la population est affligé d'un taux de chômage extrêmement élevé et en plus d'une probabilité de retour à l'emploi extrêmement faible. Et comment cette population, pensez-vous qu'elle survit? Elle survit très mal. Vous savez qu'en plus, quand vous avez des emplois, ce sont tout ce que vous savez sur le marché du travail, que quand vous prenez les nouveaux contrats de travail, c'est 80% des CDD, c'est 65% des CDD de moins d'un mois. Quand vous avez un CDD de moins d'un mois à répétition, vous avez du mal à louer un appartement, il est hors de question qu'une banque vous fasse un prêt. On connaît parfaitement tout ça. Mais je dis simplement,
les plateformes Internet, appelons ça comme ça, ont quand même l'effet de donner un emploi, et même vous pouvez critiquer les conditions de cet emploi. C'est beaucoup d'heures avec un revenu faible, mais elles ont permis à ces populations extrêmement peu diplômées d'être dans l'emploi. Alors après, effectivement, vous pouvez discuter en disant c'est pas mieux d'être dans ce type d'emploi-là que d'être chômeur. Vous parlez de produits spécifiques. Pardon ? Vous parlez de la vente de produits spécifiques, Non, je parle de toutes les je parle des salariés, des gens qui travaillent pour les plateformes Internet diverses, qui sont dans les hangars d'Amazon, qui conduisent des limousines pour Uber, etc. On sait que c'est beaucoup d'heures pour des revenus faibles. Simplement, quand vous regardez, et là on a des travaux extrêmement précis, ces personnes sont passées du chômage de très longue durée à ce type d'emploi. Et donc, je pense que l'analyse qu'on doit faire, c'est que de toute façon, je ne sais pas si vous êtes d'accord, cette étape intermédiaire est nécessaire. Quand vous avez 19% des jeunes Français qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme d'aucune sorte, ce que les OCDE appellent des NEET. C'est 19% de jeunes Français qui quittent le système éducatif sans aucun diplôme. On ne peut pas imaginer qu'ils vont instantanément retourner à un emploi compliqué. Donc le défi que nous avons, il me semble, c'est que le retour à l'emploi simple soit quelque chose qui soit une transition vers autre chose. Et là, vous posez toute la question du système de formation, mais le premier retour à l'emploi, il est assez difficile d'imaginer que c'est autre chose que ce type d'emploi. Donc la vertu de ces emplois, c'est d'augmenter le taux d'emploi de la partie je ne parle pas de la France, je parle de tous les pays, c'est d'augmenter le taux d'emploi de la partie de la population qui a arrêté ses études très précocement. Évidemment, la question qui se pose après, c'est qu'il ne faut pas que le retour... C'est la même question qu'on a sur tous les programmes de retour à l'emploi, finalement. Regardez l'expérience de Louis Gallois, vous savez, zéro chômage, etc. C'est très très bien de donner un CDI au SMIC à des chômeurs de très longue durée. S'ils passent après leur vie dans un CDI au SMIC à ramasser des feuilles dans un parc municipal, ça ne va pas être terrible, quoi. Donc il faut réussir à faire que ceci ne soit qu'une transition vers un vrai emploi. Il y a une autre question par ici. Oui, il y a madame qui lève la main désespérément depuis très longtemps. Donc, Je voulais vous faire réagir sur un point de vue. Il me semble qu'on n'est pas en train de rentrer dans une quatrième, une cinquième, une troisième ère industrielle. On est en train de changer de civilisation. Et un des mécanismes qui nous amène à changer de civilisation, c'est que, à force de donner un peu de mal, on est en train d'arriver à déléguer aux robots la satisfaction des besoins de premier niveau. Il faut savoir qu'on arrive à peu près à constituer, à quoi ressemblait la vie de Sapiens avant qu'il se sédentarise. Il consacrait seulement 25% de son temps à la satisfaction de la base de la chose, c'est-à-dire l'intégrité physique et l'intégrité physiologique. Et ensuite, il consacrait un quart de son temps à ce qu'on appelait à l'époque la spiritualité et 60%, enfin la moitié de son temps, à la chose sociale. Alors, c'était qui couche avec qui, mais c'était aussi le transfert de savoir, c'était la recherche, l'innovation, ce qu'on appelle de nos jours la recherche, l'innovation, et puis faire société, tout ce qui contribue à faire société. Donc aujourd'hui, normalement il ne devrait pas y avoir de chômage, parce que l'homme a toujours un besoin d'un niveau supérieur, donc il faudrait qu'il s'exprime maintenant. Parce que votre femme de ménage qui fait 6 aspirateurs à la fois, elle a détruit des emplois, évidemment. c'est pas ce que disait. Elle en a détruit localement, mais pas globalement. Non, mais les études ne tiennent pas debout. On nous explique. Attendez, laissez-moi dire. On m'explique que, par exemple, l'Allemagne qui a plus de robots a moins de chômeurs. Oui, mais elle crée du chômage autour d'elle. Et puis au bout d'un moment, les emplois qui ont été détruits, ils ont été détruits. Là où je veux en venir, c'est que Sapiens, que nous sommes malgré tout, même si on est des Sapiens nouvelle version, ce qui nous intéresse, c'est les activités sociales. Et aujourd'hui, quand vous écoutez les milléniums, et déjà même les générations Y, ce qu'elles nous disent,
elles nous disent écoutez, moi, le boulot. On va juste raccourcir donc le boulot, j'applique des règles, moi, ça fait pas sens à ma vie. Hein, vous avez évoqué ramasser les feuilles toute sa vie, ça fait pas sens à ma vie. Je veux avoir une vie d'abord beaucoup plus multiple, beaucoup plus. Voilà. Hein, et on s'aperçoit qu'une société a besoin de talents bien plus multiples que le talent nécessaire pour être technicien ou pour être. Voilà. Donc c'est vraiment un changement de société et pour l'instant, on n'est pas très avancé sur ces réflexions-là, c'est-à-dire quels sont les outils de gouvernance dont on va avoir besoin pour piloter une société qui est là-dessus. Ouais, c'est aussi un autre débat, peut-être aussi une question sur le temps travaillé par rapport au temps global. Oui, mais moi je crois que c'est une fausse question. On a le débat, par exemple, sur la question du statut au travail. C'est une des thèses de Macron, par exemple, c'est de dire que dans cette nouvelle société, il n'y aura plus de salariés. Et que, donc on va vers un travail, une organisation où il y aura énormément de gens qui seront dans un statut variable dans le temps, donc ils seront indépendants, puis créateurs d'entreprises, puis un petit peu salariés, puis en formation. Je pense que c'est un très faux débat. Je pense que le vrai débat, c'est l'autonomie dans le travail. Et on peut très bien être complètement autonome dans un travail, donc avoir toutes les qualités ou intérêts du travail que vous mentionnez en étant salarié. Les salariés de Google, allez les voir, ils viennent travailler à peu près quand ils veulent, ils travaillent à peu près sur ce quoi ils veulent, et si un après-midi ils ont plutôt envie d'aller à la piscine que de travailler, ils vont à la piscine. Simplement, ils sont extrêmement créatifs et productifs, et on leur a donné une très grande autonomie, ils sont salariés de Google, ils ne sont pas indépendants, et Google fait n'importe quoi pour qu'ils restent chez Google, et qu'ils n'aillent pas ailleurs, pour les stabiliser dans l'entreprise. Donc, je pense qu'il y a une confusion dans le débat entre la qualité du travail, qui à mon avis est très fortement liée à l'autonomie, à la capacité d'innover soi-même dans le travail, et le statut légal, je dirais, de l'emploi, qui a extrêmement peu d'importance. Et je pense qu'on peut avoir une société extrêmement agréable à vivre avec des salariés, qui sont dans des entreprises, à condition que les entreprises, justement, sachent s'adapter à ça, à la fois aux désirs des jeunes et aux nouvelles technologies, et pas des structures de décision totalement pyramidales, comme c'est encore souvent le cas. Donc voilà. Pour revenir sur votre exemple de Google, pour avoir été très récemment employé dans des GAFA, où d'un point de vue de l'extérieur, c'est génial, vous avez des tables de ping-pong, vous avez des baby-foot, il y a de l'autonomie au travail. Ça, c'est ce que Google et François vous vendent. Quand vous êtes au quotidien, c'est une structure pyramidale, mais c'est un algorithme qui vous dit quoi faire, et vous passez 8 à 9 heures par jour selon votre degré de motivation, à juste expliquer à votre interlocuteur qui lui n'a pas d'algorithme en face ce qu'il doit faire. Donc quand vous dites qu'il y a de l'autonomie au travail dans les GAFA et avec la robotisation, qu'elle soit physique avec des robots mécaniques ou des algorithmes, ça c'est complètement faux. La robotisation et les algorithmes vont juste faire qu'il y aura les gagnants, ceux qui vont créer les algorithmes, que ce soit en codant ou dans la gouvernance, et il y aura 99% de la population qui sera juste. On est en train de revivre ce qu'ont vécu les cols bleus il y a 100 ans. C'est bon, vous refaites. Non, mais vous refaites mon point sur la bipolarisation. Non, c'est même pas une bipolarisation, c'est-à-dire que la bipolarisation, c'est qu'il n'y aura pas que des slicards, il y aura des gens qui gagneront 100, 150 cas par an et qui feront ce que faisait Charlie Chaplin sur sa chaîne de montage. Non, ça j'y crois pas. J'y crois pas. On va en discuter après, parce que j'étais pendant un an chez la Négafa. Les ouvriers du 19e étaient des riches. Hein. Voilà. Les ouvriers du 19e, ils étaient justement bien payés. C'était mon point tout à l'heure. Ils avaient un niveau de revenu considérablement plus élevé que leurs parents qui étaient artisans le soir dans leur ferme. Tous les travaux qui ont été faits sur la réforme du commun en Angleterre montrent que la réforme des communs a provoqué une élévation considérable du niveau de vie. D'ailleurs, la plupart des historiens disent que ce qui explique la croissance britannique au XIXe siècle, qui est très stupéfiante, c'est le premier siècle en fait, de l'histoire de l'humanité où il y a quelque chose qu'on peut appeler de la croissance. Parce que vous savez qu'avant, le taux de croissance était de 0,1% par an. Tout d'un coup, au XIXe siècle, en Angleterre, on se met à avoir de la croissance avec des chiffres qui sont des chiffres d'aujourd'hui, 4-5% par an. Ce qui a compté, c'est pas tellement la technologie qui existait déjà depuis longtemps, c'est l'organisation sociale, et que la réforme des communs a permis qu'on utilise la technologie. Donc c'est plus important que la technologie elle-même. Moi je crois qu'il y a le réchauffement climatique. Non mais il y a aussi ceux qui disent que c'est le charbon. Enfin, non, le réchauffement climatique. Oui, bonjour. Alors je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit avant, sur les chauffeurs de bus, les contrats, etc. Moi la question que je me pose c'est, aujourd'hui on sait que le chômage des jeunes en France est très élevé.
l'idée, par exemple, aux autres pays européens. On sait aussi qu'il y a beaucoup de décrochages scolaires, d'échecs en licence. Oui. Le chiffre, c'est 4 étudiants sur 10 qui. Il y a 390 000 étudiants en première année de licence, toutes matières confondues, 140 000 en troisième année de licence. Voilà. Ce que je me demandais, c'est comment, est-ce qu'on n'a pas un petit peu un problème d'orientation, est-ce qu'on n'a pas un problème de valorisation de la voie professionnelle en France, et comme vous disiez que les entreprises, en fait, n'avaient pas de robots parce qu'ils n'avaient pas de salariés qui pouvaient les utiliser, comment on repense la voie professionnelle, Je vais répondre très vite parce que vous posez une très bonne question. Je pense que ce qu'il faudrait, s'il y a une chose à copier en Allemagne ou en Suisse, il me semble, c'est le système d'université technique. Il faut absolument passer à une situation où les universités techniques sont considérées comme des universités d'excellence. Et qu'aller faire 3 ou 4 ans dans une université technique après le bac est la filière la plus efficace pour aller à l'emploi, ouvrant tous les types de métiers. Ce qui est la situation en Suisse ou en Allemagne. Et donc il faut réformer totalement la filière technique en France, qui est très hétérogène. Il y a très, très bons IUT, il y en a très mauvais, et pour en faire une filière d'excellence. Ça, je pense. Il y a aujourd'hui, et y attirer des jeunes dans des filières scientifiques ou parascientifiques. Il y a 150 000 jeunes en France en ce moment, en total, en formation d'ingénieur, il y en a 700 000 en Allemagne. Donc on a un énorme problème d'attractivité de la filière technique. Quand vous parlez, moi j'étais 12 ans prof à Lausanne. Alors c'est le choc quand vous arrivez, en ce moment je suis à la Sorbonne, le choc est terrible. Vous expliquez à des parents suisses qu'il faudrait... Ne vous inquiétez pas, c'est le monde, mais je suis un peu en retard. Vous expliquez à des parents suisses que leur gamin est vachement doué pour la recherche et qu'il faut qu'il aille à l'université générale, moi j'étais prof à HEC à Lausanne, faire une thèse pour être enseignant-chercheur, il me dit fou, ça va pas, non? Il va aller à l'université technique machin, il va faire 4 ans, il aura un formidable travail. Jamais de ma vie on laissera le gamin aller faire une thèse à HEC, vous êtes cinglés, ça c'est pour les pas bien, les bras cassés, etc. Donc on a un système de valeurs qui est totalement inversé par rapport à celui-là. Qui est qu'on va envoyer dans les filières techniques des gamins qui ne vont pas être pris dans l'enseignement généraliste long. C'est une aberration absolue. Donc il faut fabriquer des filières, des universités techniques en 4 ans d'élite, d'excellence. Ce que les Suisses, les Allemands et quelques pays nordiques savent faire. Je suis entièrement d'accord avec vous sur ce choix. Dernière question peut-être, monsieur qui lève la main. Je m'embête à déplorer l'inévitabilité de ce socialisme. On a évoqué aujourd'hui le fait qu'il y a quand même une concentration possible du pouvoir sur certaines verticales industrielles, si ce n'est par l'État par exemple. Est-ce qu'il y a des mécanismes, notamment liés à leur organisation, qui permettraient de contrecarrer ce mécanisme? Ou est-ce que si je veux être libre, quelque part je suis obligé d'aller vivre dans les bois en autarcie? Parce que quoi qu'il arrive, dans la société, je serai soit forcé de travailler pour un algorithme ou pour l'État. Comment est-ce qu'on décentralise en fait? La question du monopole, non? Oui, complètement. Que ce Non, soit mais je redis ce que j'ai dit. Peu importe, comment est-ce qu'on décentralise le pouvoir en fait? Vous voyez, je pense que ces nouvelles technologies posent la question des rendements croissants. Vous êtes dans des entreprises où le problème, c'est les coûts fixes. Donc vous avez des coûts, robotiser, c'est mettre en place des coûts fixes considérables. Parce qu'il faut que vous achetiez des robots, qui coûtent très cher. Et donc quand vous êtes... donc en fait, on a transformé toutes les entreprises en entreprises de réseau. Où il faut acheter le réseau, et après, le coût marginal du client supplémentaire est de 0. Si toutes les entreprises deviennent des entreprises de réseau, il n'y aura à nouveau que le plus gros est celui qui est parti premier qui va gagner et qui va bouffer tous les autres, qui auront structurellement des coûts plus élevés. Alors c'est là, je ne devrais pas dire ça dans le Gaspard, mais c'est là qu'il faut peut-être se poser des questions de politique industrielle. Les Chinois ont dit, si on ne fait rien, c'est Google qui fera le moteur de recherche en Chine. Donc on ne veut pas que ce soit Google, parce qu'on ne veut pas que les données des Chinois arrivent à la CIA, et donc on va interdire Google, et on va développer un truc qui s'appelle Baidu, qui d'ailleurs marche mieux que Google. Mais s'ils n'avaient pas fait ça, ils auraient Google, quoi, je veux dire. Et donc si vous êtes dans un monde de rendement croissant, je crois qu'il faut avoir une vision de long terme de la concurrence, et pas une vision de court terme de la concurrence, ou de la protection du consommateur. Si vous avez la vision de court terme de la protection du consommateur, vous n'allez jamais vous protéger, parce que de toute façon, Google, aujourd'hui, il est moins cher que le local.
Simplement, du coup, vous n'avez pas de local, quoi. Et peut-être que si vous avez une vision dynamique de ce qui est bon pour le consommateur, il faut se protéger aujourd'hui pour avoir un local qui sera très efficace dans 10 ans et qui, là, à ce moment-là, d'abord, aura des emplois locaux, on ne verra pas ces données aux États-Unis et voilà, et puis il sera développé grâce à une protection qui est ensuite enlevée, quoi, disons. Et en faveur de l'action antitrust de la Commission européenne sur Google? Mais je pense que, je sais pas, ils ne le prennent pas de la... Ouais, il me semble que, je sais pas si c'est antitrust. Le problème, c'est que comme tu n'as pas de substitut local, tu peux faire tout l'antitrust que tu veux, il est tout seul, quoi. Dire, faire de l'antitrust sur une entreprise monopoliste qui n'a pas de concurrent. Il y a quoi? Il y a non, mais il faudrait y avoir une politique déterminée, mais même il faut passer... Alors, la Commission est beaucoup moins bornée que là-dessus qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Hein, quand on discute avec la Commission, ils ont cette vision dynamique du consommateur, en disant... c'est pas... Les télécoms, c'est un autre bon exemple. Si on voulait avoir le prix le plus bas pour le consommateur aujourd'hui, il suffirait d'avoir 6 opérateurs, et pas 4 qui seront peut-être bientôt 3. Et ces 6 opérateurs casseraient les prix, sauf que dans 10 ans, on n'aurait plus de téléphone, quoi, parce qu'ils n'auraient pas les moyens d'investir. Donc le passage à une vision dynamique de la concurrence et de la protection du consommateur me paraît extrêmement important par rapport à la vision strictement statique de Monty, par exemple, dans le temps, qui était dramatique. Quoi, parce que, et du coup, on n'a pas fabriqué de leader européen, absolument fascinant, on n'a aucune entreprise européenne décente dans l'éolien, le solaire, la batterie électrique, Internet, etc. Je veux dire, c'est absolument terrifiant. Et alors, tout n'est pas dû à la concurrence, mais une partie est due à cette vision court terme de la concurrence qu'on a eue pendant longtemps. Vous êtes sur la productivité, non, moi j'étais un peu... Vous avez expliqué en fait qu'il fallait investir dans les robots au niveau d'un pays ou d'une entreprise, ce qui est certainement vrai, parce que l'intérêt marginal d'investir dans les robots dans un pays est important. En revanche, vous avez donné quand même beaucoup de signes faibles qui montrent qu'au niveau global, ça a plutôt tendance en tout cas à baisser de l'emploi ou à convertir de l'emploi en emploi assez peu productif. Donc en fait, vous avez donné... Moi j'ai trouvé plus d'indicateurs quelque part qui justifient la thèse de la baisse globale de l'emploi, même si au niveau individuel ou au niveau d'un pays, ça a un intérêt de développer ça. Je ne dis pas ça, mais j'ai finalement plus entendu l'argument. Non, ce qu'on voit nous, dans les études aujourd'hui, les études d'aujourd'hui ne seront peut-être pas les études dans 20 ans. Ouais. Aujourd'hui, on est avec ce qu'on a. Quoi. Donc la situation présente est que, vous savez bien, plus de PIB quand vous robotisez. Oui, plus de PIB. Alors après, ce PIB est plus inégalement réparti. Donc, je ne sais pas quelle est votre théorie sur la redistribution, hein, mais normalement, avoir plus de PIB, c'est bien, quoi. Et ce PIB, bon voilà, donc les sociodémocrates diraient, bah, c'est formidable, il y a qu'à mettre plus de PIB et puis plus de politique redistributive, et comme ça, tout le monde sera mieux. Alors, c'est pas si simple que ça, parce qu'on est dans un monde ouvert avec des concurrences fiscales, etc. Mais enfin, on a plus de PIB, quoi. Donc normalement, si les robots font plus de PIB, on devrait être content, quoi. Donc quelle est votre opinion sur le revenu universel, par exemple, notamment comme aspect redistributif? À part les côtés pratiques. Le côté pratique, il est un peu ennuyeux, c'est qu'on ne sait pas le financer. Mais à part le côté pratique, j'ai fait une grosse boulette l'autre jour. Je faisais une conférence à Polytechnique, et puis je dis, j'ai cette question-là, et je réponds, on ne va quand même pas donner le revenu universel aux enfants de Bernard Arnault. Il y avait le fils de Bernard Arnault qui s'est dit, donc je me méfie maintenant, non, mais moi je suis absolument pour deux raisons. Premièrement, ça permet de baisser le coût pour l'entreprise du travail peu qualifié. Hein, puisque vous allez remplacer, c'est ce qu'a écrit Gilbert Sett dans son rapport de la commission du SMIC de façon discrète. C'est pas sûr, parce que tu vas redonner un pouvoir de négociation à l'employé très peu qualifié qui va dire moi je ne bosse pas pour ce prix-là. Non, mais tu me dis que si tu baissais le SMIC de 20% en France et que tu mettais à la place un revenu de type universel, tu créerais plein d'emplois peu qualifiés quand même, parce que le coût pour l'entreprise du travail peu qualifié baisserait beaucoup. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on supprime l'aberration absolue qui est le taux marginal d'imposition du revenu, comme vous savez, qui fait 90% au niveau du SMIC, puis qui tombe à 30%, puis qui remonte à 60%. Le 90% de taux marginal d'imposition au niveau du SMIC, il faut être tombé sur la tête pour croire que ça dévertue. Donc évidemment, l'argument le plus fort, c'est qu'on passe de 90 à 0, normalement, le taux marginal d'imposition du revenu, ce qui est un argument fantastiquement positif. Mais comme argument de contrebalancer, en fait, l'argument qui est aussi un peu avancé de la perte du niveau d'emploi, quoi. Ce que vous contestez. Je dis pas qu'on va perdre des emplois. Non, mais justement, vous le dites pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que nous avons une capacité nouvelle et considérable à créer des emplois au SMIC. Je pense qu'il faut mieux le décrire comme ça.
Et que c'est à ça que les politiques devraient réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait dans une société qui a une capacité considérable à créer des emplois au SMIC, hein, c'est plutôt ça, à mon avis, la réflexion. Une dernière question. Oui, parce que... Monsieur a une question là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça... Deux questions. Deux questions, peut-être l'une après l'autre. Poser ensemble. Est-ce que vous ne pensez pas que plutôt, là on parle d'emploi à chaque fois, déjà ça ne va pas remplacer une partie des tâches et ça va simplement augmenter la capacité de tout le monde? Et ma vraie question c'est, est-ce que vous pensez qu'on a le choix? Parce qu'on parle depuis tout à l'heure, c'est bien, c'est pas bien. Moi je pense qu'il faut plus se poser de questions, il faut y aller. Moi, je pense qu'il faut le faire. Je réponds la même chose, ça fait du PIB. Hein. De toute façon, les autres le font. Et deuxièmement, mais ça c'est une très mauvaise réponse, mais c'est quand même un truc, voilà. Hein. Enfin, si on le fait pas, si on est tout seul à pas le faire, on va quand même être relativement... Et puis deux, ça fait du PIB, quoi, je veux dire. Et donc un truc qui fait du PIB, on n'a pas le droit de pas le faire. Si ça détruisait du PIB, on devrait se poser la question, mais ça fait du PIB. La question porte sur l'amortissement des investissements et de la maintenance pour les robots. Vous nous avez rappelé que l'une des raisons du niveau bas de gamme de l'industrie en France était une trop grande sensibilité de la demande au prix. Donc, ce qui veut dire que pour faire monter en gamme, il faut qu'il y ait une moins grande sensibilité au prix. Donc cette sensibilité au prix n'est peut-être pas tout à fait la même pour quelqu'un qui est au SMIC, voire en dessous du SMIC, et quelqu'un qui gagne plus de 100 000 € par mois. Donc, est-ce que finalement l'accès aux produits, aux prestations qui viendront des robots, est-ce qu'elle ne sera pas réservée à une certaine clientèle? Est-ce qu'on n'aura pas un système à deux vitesses, comme on est en train de l'avoir par exemple pour la santé? Non, je ne crois pas du tout. Tous les travaux que nous avons semblent montrer les robots font baisser les prix des biens. Hein, les robots font baisser les prix des biens. Donc ce qui est robotisé coûte moins cher que ce qui n'est pas robotisé. Donc, je ne crois pas du tout. À nouveau, ça c'est l'aspect révolution industrielle. Une révolution industrielle, ça nécessite que ce qui apparaît est très largement diffusé. Hein, et je crois que là, on est bien dans quelque chose qui a... Donc la question du prix continue à avoir de l'importance. Non, mais mon point sur l'élasticité des prix, c'est dans l'autre sens. Je pense que si vous robotisez... Je discutais par exemple l'autre jour avec le président d'Airbus Hélicoptère, qui depuis a eu de la promotion. Le président d'Airbus Hélicoptère me dit... nous n'avons pas robotisé Airbus Hélicoptère, parce que c'est très compliqué, avec les règles sociales en France, en Allemagne, etc. Du coup, effectivement, nos qualités sont moins bonnes que celles de nos concurrents. Le plus grand concurrent, c'est Sikorsky, qui est américain, parce qu'eux ont totalement robotisé la fabrication. Et si nous ne robotisons pas la fabrication, nous serons condamnés soit à perdre de part de marché, soit à baisser nos prix pour compenser le problème de qualité. Donc je pense que la robotisation permet de baisser la sensibilité au prix de la demande. Donc ce que vous dites, c'est que finalement, la robotisation va nous permettre d'avoir des prix plus bas que ceux des pays à bas salaire. Ça permet de différencier vos biens. Ça permet de différencier vos biens. Un produit robotisé, il se différencie par rapport au produit non robotisé. Il y a des trucs formidables, je file après, mais regardez ce que fait Seb. C'est une entreprise incroyable. Seb dit à ses clients, pendant 5 ans, tout ce que vous achetez Seb, je vais le réparer. Donc ne jetez plus vos vieilles cafetières, vos vieilles bouilloires, etc. Vous les renvoyez à Seb, elle vous les renvoie réparées. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ils vont faire ça? Différenciation de produits incroyable par rapport à tous les concurrents qui vous expliquent qu'il faut jeter pour en prendre un neuf, parce que ça fait tourner. Que fait Seb? Eh ben, ils sont capables de fabriquer en 3D, en impression 3D, toutes les pièces de tous les produits qu'ils fabriquent. Donc ils n'ont aucun stock. Ça arrive, fabrication 3D de la pièce cassée, remplacement, retour au client tout neuf. Donc si vous voulez, et ça leur crée une différenciation de produits absolument incroyable. Ils vont gagner des parts de marché monstrueusement par la robotisation. Je crois que c'est ça l'idée. Ok, merci beaucoup.